En visite officielle en Russie depuis le 21 juin, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a été reçu ce lundi au Kremlin par son homologue russe Vladimir Poutine. À l'issue de cette rencontre, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Depuis quelques années, de nombreux enseignants titulaires se désengagent des activités de surveillance lors des examens de fin d'année. En cause, selon la majorité d'entre eux, la question des frais de surveillance. À mi-parcours des examens de cette session 2025, nous avons recueilli les avis de plusieurs acteurs afin de mieux cerner les enjeux de cette situation. Ce mardi 24 juin, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, ravivant brièvement l'espoir d'une désescalade. Mais quelques heures plus tard, les échanges de tirs ont repris. Une trêve sincère ou une simple opération de communication? Élément de réponse dans un instant. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. En Russie, depuis ce 21 juin, le chef de l'État, le général Assimi Goïta, a rencontré lundi au Kremlin le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs accords ont également été signés entre les deux pays, incluant le point le plus important pour Bamako, à savoir la défense. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a d'abord effectué la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu avant de rejoindre le président russe au Kremlin. Au Kremlin, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des délégations des deux pays. Des échanges qui ont permis de passer en revue l'état de la coopération bilatérale Mali-Russie et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat stratégique. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et de sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que cette visite officielle sera l'occasion davantage de renforcer nos liens de coopération. La rencontre s'est soldée par la signature d'accords, notamment sur les domaines du commerce, de l'énergie, des sciences, ainsi que sur les fondements des relations politiques, diplomatiques et sécuritaires. Le premier accord porte sur la création d'une commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Le second projet a été conclu dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, qui, selon la présidence, pourrait apporter une réponse à la crise énergétique qui connaît le Mali. Le projet est en partenariat avec la société d'État russe Rosatom, avec en perspective le développement d'infrastructures adaptées, le transfert de compétences et de technologies, ainsi que la formation de ressources humaines nationales. Les deux parties ont également procédé à la signature d'un troisième accord portant sur les fondements des relations bilatérales entre le Mali et la Fédération de Russie. Cet accord prévoit des mécanismes de formation, la fourniture d'équipements et un appui opérationnel structuré, consolidant ainsi les capacités nationales de défense et de sécurité. Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые доверительные отношения. Мы заключили дипломатические отношения 65 лет назад. И все эти годы продолжали сотрудничать. В России подготовлено за это время свыше 10 тысяч специалистов для вашей страны. Тенденцию к росту, во-вторых, что важно, есть хорошие направления для перспективного сотрудничества. Это геологоразведка, освоение природных ресурсов, это энергетика, это логистика, ну и гуманитарные направления, которые... À noter que cette visite du président à Moscou intervient après l'annonce du départ du groupe paramilitaire russe Wagner du Mali, désormais remplacé par Africa Corp, une autre organisation placée sous le contrôle du ministère russe de la Défense. La 5e édition du Forum du développement durable s'est ouverte ce mardi 24 juin avec le marché carbone au cœur des échanges. Cet événement majeur, déterminant pour les perspectives économiques et environnementales, constitue une plateforme stratégique pour analyser les mécanismes de tarification du carbone ainsi que les opportunités et les défis qu'il représente. Djeneba Samaki. Chaque année, le Forum du développement durable dégage une particularité. La 5e édition met l'accent sur les marchés carbone pour les secteurs privés. Ce forum va permettre à beaucoup plus d'acteurs et de Maliens de connaître ce que c'est que le marché carbone
et surtout ça favorise tout ce qui est reboisement autour de nos foyers, autour de nos forêts et autour de nos communautés. Les marchés carbone représentent un outil économique puissant pour lutter contre les changements climatiques. Ils visent à inciter les entreprises et les nations à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en leur attribuant un coût. En plaçant ce sujet au cœur de ces débats, le forum cherchera à comprendre les mécanismes du marché carbone, à identifier les opportunités pour le développement durable et à discuter des défis et des solutions. Nous avons signé l'accord de Paris sur le climat et le Mali a consacré dans sa contribution déterminée au niveau national qu'il va réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans une masse globale de 40%. Et pour ce faire, il faut que le secteur privé, qui est pourvoyeur d'emplois, qui est créateur de recherche, puisse s'en approprier pour que sa production soit plus verte et plus propre. Le Mali, comme de nombreux pays en développement, reconnaît l'importance du marché carbone comme un levier potentiel pour financer sa transition vers une économie plus verte et plus résiliente face au changement climatique. Pour pleinement exploiter ces potentiels, le pays continue à renforcer son cadre institutionnel, à développer l'expertise locale en matière de projets carbone et à s'engager activement dans les discussions et partenariats régionaux et internationaux sur les marchés carbone. Je réaffirme ici l'engagement du gouvernement du Mali à opérationnaliser un marché carbone inclusif, crédible et orienté vers l'impact en synergie avec les processus en cours d'élaboration. Cette 5e édition s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les décideurs politiques, les acteurs du secteur privé, les experts environnementaux, les organisations de la société civile et les chercheurs. Les discussions viseront à dégager des pistes concrètes pour intégrer davantage les marchés carbone dans les stratégies nationales et régionales de développement durable, contribuant ainsi à une transition juste et résiliente vers une économie bas carbone. Éducation à présent. Depuis quelques années, beaucoup d'enseignants titulaires ne se donnent plus la peine de prendre part aux activités de surveillance des examens de fin d'année. La question des frais de surveillance en est la principale raison chez la plupart. À mi-parcours des examens de cette fin d'année 2025, nous avons interrogé quelques acteurs pour mieux comprendre. C'est le Focus Éducation de ce mardi, un reportage de Soumaïla Fani. Démarré le 19 mai 2025 par les épreuves écrites du CAP, la série des examens de fin d'année se poursuit. Après l'ODF le 2 juin et le BT le 16 juin, les épreuves du bac ont démarré depuis ce lundi 23 juin. À travers un constat, beaucoup d'enseignants titulaires s'abstiennent aux activités de surveillance de ces examens de fin d'année. Il se trouve que les surveillants sont démotivés par rapport au per diem. Donc il est question de revoir les per diem de la surveillance. C'est ce qui fait que souvent quand les enseignants sont nommés, sont sélectionnés ou choisis surveillants, ils ne viennent pas parce qu'ils sont démotivés. La somme qu'on attribue après avoir effectué ce travail, c'est ça qui est en train quand même de désengager en tout cas les collègues. Mais moi je pense que cela ne doit pas en tout cas être une source de désengagement parce que c'est une obligation. Il s'agit d'une question de loi parce que c'est bel et bien prévu dans les statuts de l'enseignant. Normalement, quand on fait un devoir, on doit surveiller le devoir. Quand on fait aussi l'examen, on doit surveiller l'examen. Donc moi, je pense que cela ne doit pas en tout cas être un alibi pour se désengager de cette activité pédagogique. De 3 600 par jour, ces frais ont été augmentés à 4 000 francs CFA en 2014. Mais aujourd'hui, certains estiment qu'avec la cherté de la vie, ce montant n'est plus suffisant. Atumedi atume mugona fadon wakati changera ame mumam na coach gelea bindoni donc a warni niata ibe déplacement mge a clé sabani clé nani kononala no bora o passé ni dumuni wari mi obe clé golla no bora wari yere la teto donc an koni privé anya minke anya ka nga metro metri no to ko taraka na surveillance la eta be mindi duma
o tɛ anw fɛnɛ b'a lajɛ ka déplacement k'o ta k'o di u ma yaasa u ka se k'u ka essence sɔngɔ ye minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan ka sotaramaw ta olu k'u ka passer donc état ta o bɛ sɔrɔ k'o k'u musaka ye. Cette question des frais de surveillance des examens est un sujet récurrent de préoccupation pour les enseignants et les appels à la réforme se multiplient. Nous avons toujours déploré les frais de surveillance. Nous avons demandé à son temps que vraiment s'ils peuvent revoir vraiment les frais, au lieu que comment dirais-je, les surveillances soient majorées par journée, que la surveillance soit par heure. Quand vous surveillez 2 heures, qu'on vous paye 2000 francs l'heure, vous surveillez 2 heures, donc on vous paye 2 fois 2. Vous surveillez 5 heures, on vous paye 5 fois 2. Donc cela vaut mieux que de donner 4000 francs pour toute la journée. Et il y a une injustice quelque part parce que vous trouverez qu'il y en a qui ne surveillent que 3 heures, d'autres surveillent 5 heures, voire même 7 heures. Donc voilà, et finalement, ils auront les mêmes tarifs en fin de la journée. Selon certains, pour améliorer la qualité des examens, il est crucial de revoir les textes pouvant garantir des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel éducatif. Direction la Guinée, en bref et en image, l'ordre des avocats a décidé lundi de boycotter pendant 2 semaines les cours et tribunaux du pays pour protester contre le bref enlèvement d'un des leurs rudoyé ce week-end, dénonçant des atteintes graves portées à leur profession. Le barreau a également décidé du retrait immédiat de tous ses représentants dans les institutions et commissions mises en place par les autorités du pays. En effet, l'avocat Mohamed Traoré a été enlevé dans la nuit du vendredi à samedi à son domicile dans la banlieue de Conakry par des hommes encagoulés qui l'ont maltraité avant de le relâcher au bout de quelques heures, selon le barreau de Guinée. Il était membre du Conseil national de la transition du pays avant de démissionner début 2025. Dans un communiqué publié lundi soir, le procureur général Fallou Doumbouya a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie à la suite des actes de violence graves, y compris des coups et des menaces de mort subis par Maître Traoré. Hors du continent, l'annonce surprise d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, faite ce mardi 24 juin 2025 par Donald Trump sur ses réseaux sociaux, avait suscité un bref espoir d'accalmie. Mais cet espoir a rapidement été douché. Quelques heures plus tard, les hostilités reprenaient, replongeant la région dans une violence. Cette séquence soulève une question centrale. Assiste-t-on à une véritable volonté d'apaisement ou à une manœuvre diplomatique sans lendemain dans un conflit qui s'éternise? Ibrahim Babi tente d'y répondre. Mardi 24 juin 2025, le président américain Donald Trump a annoncé via Truth Social un cessez-le-feu total entre Israël et l'Iran, marquant la fin de ce qu'il a qualifié de 12-day war. The ceasefire is now in effect. Selon sa stratégie, l'Iran devait stopper les frappes et Israël s'engageait à suivre 12 heures plus tard pour officialiser la fin du conflit au-delà des 24 heures. Pour Israël, la trêve était une victoire. Après avoir atteint ses objectifs militaires, le Premier ministre Netanyahou a remercié les États-Unis pour leur soutien dans ce qu'il présente comme la neutralisation des menaces nucléaires iraniennes. Téhéran, de son côté, affirme avoir contraint Israël à cesser unilatéralement les hostilités tout en restant prêt à riposter fermement si son pays subit de nouvelles attaques. Quelques heures à peine l'annonce, la trêve s'est effondrée. Israël a immédiatement repris les frappes sur des positions à Téhéran, accusant l'Iran d'avoir lancé une nouvelle salve de missiles, accusation fermement démentie par Téhéran. 3 heures après les déclarations triomphales de Trump, des sirènes se sont déclenchées en Israël, annonçant une nouvelle escalade. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a sévèrement prévenu « Israël réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu ». Dans le camp iranien, si les déclarations sont tonitruantes, doigt sur la gâchette. La réalité reste incertaine. Téhéran maintient sa posture de défense dissuasive, refusant de rentrer officiellement dans la trêve, mais affirmant que la guerre est terminée selon ses conditions. Cette volte-face survient alors que Moscou, Paris ou Berlin appellent au respect immédiat de la trêve, soulignant que seule une désescalade permettrait d'éviter un conflit plus vaste. Mais entre déclarations diplomatiques et frappes croisées, ce cessez-le-feu apparaît déjà comme une étincelle trop fragile dans un feu toujours allumé. Donc, à ce 19h45, merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité.